L'immaturité cérébrale, ses impacts et notre posture face à celle-ci. C'est le sujet que j'ai abordé aujourd'hui avec Laurence Morancy-Gay, qui est professeure en psychologie du développement humain et aussi autrice de plusieurs ouvrages. Je vous souhaite la bienvenue dans La nature de l'enfance. Salut Laurence! Salut! Ça va bien? Ça va toi? Oui. Merci d'avoir accepté de venir placoter avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. C'est le fun. Ça va faire vraiment une belle discussion, j'en suis convaincue. Je te présente rapidement, au cas où il y a des gens qui ne te connaissent pas. Donc, Laurence Morancy-Gay, tu es maman de 3 enfants. Tu es professeure au cégep. Tu enseignes en psychologie du développement humain. Ouais. Plus spécialement, mais on touche à tout au cégep dans la psycho. Fait que... OK, ouais. Parfait. Tu es aussi en train de faire ton doctorat en psychologie. Psychopédagogie. Psychopédagogie. Ouais. Ah, bon, les comportements, mais la pédagogie. OK. Ouais. Tu vois, je savais même pas moi-même. Bon. Et tu es aussi autrice de plusieurs livres. Tu en as plusieurs, là. Attends, moi, je pense que j'en ai 4. T'en as plus que ça? Oui, j'en ai publié un chez RP, mais les autres qui sont plus des outils d'accompagnement que je crée pour mon entreprise, j'en ai 4. OK, bon. Puis là, il y a Bébé mange seul. Fait que, tu sais, oui, c'est vrai aussi. Quelques livres à mon actif. Projet Bébé mange seul aussi. Bon, alors, tu sais, donc je suis très, très convaincue qu'on va avoir une belle discussion nourrissante. J'ai des affaires à dire, là. Oui, c'est ça, certainement. Puis, justement, ben avec tout ça, moi, une des choses qui m'a attirée vers toi, puis vers ton compte, puis vers tout ce que tu partages, ben c'est ta rigueur, justement. Tu sais, j'apprécie le fait que tu viennes nous titiller avec nos sources, avec d'où ça vient, ces informations-là. Tu as justement un regard critique sur tous ces nombreux partages qui se font, souvent remplis de bonnes intentions et de bienveillance, mais il faut des fois aller rajouter un peu de rigueur derrière ça. Je le fais en toute humilité, puis en sachant que, tu sais, même moi, là, il y a tout le temps lieu de s'améliorer. Je pense que c'est la prof en moi, tu sais, je l'exige de mes étudiants. Donc, des fois, quand je consomme certains contenus sur les réseaux sociaux ou en ligne, là, tout simplement, ben, tu sais, je me questionne à savoir, ben, ça vient d'où cette information-là? Fait que je pense que, surtout quand on veut être un vulgarisateur ou on veut être une personne, tu sais, qui informe, ben on n'a rien inventé, ou en tout cas, non, tout à fait. On s'est fié sur d'autres travaux, fait qu'il faut les citer, ces travaux-là. Fait que, Puis absolument, j'aime aussi le point de vue, tu sais, le fait qu'il y a personne de parfait, ça se peut qu'on fasse des erreurs, ça se peut qu'on se trompe, ça se peut que finalement on se rende compte qu'on l'a pas nécessairement, la source, ou de quoi que ce soit, mais d'aller au moins avoir l'œil critique sur tout ça, ben c'est une bonne chose. Puis, ben justement, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais qui est rarement approfondi ou décortiqué. Et on va essayer de le faire un peu ensemble aujourd'hui. Donc, on va parler de la maturation cérébrale. On entend parler beaucoup que les comportements des enfants peuvent être expliqués par le fait que leur cerveau n'est pas mature. Donc, un cerveau immature, fait que c'est pour ça qu'il fait ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour de vrai? Comment ça se voit? On va aller essayer de mettre un peu plus de clarté dans tout ça. Ben, en premier, comment il se développe le cerveau? On s'entend, là? Juste, on pourrait en avoir pour un méchant bout, mais quelques petites images ou... des indications, là, comme comment le cerveau se développe? Ben, je vais y aller un peu dans la même manière que je le présente au cégep quand j'enseigne le développement parce que, tu sais, je suis pas une neuropsy, là. C'est quand même un gros sujet qu'on pourrait, comme tu l'as dit, vraiment... on pourrait en avoir pour plusieurs heures. Mais, tu sais, si je m'adresse à une personne qui souhaite comprendre le développement d'un enfant, ben, tu sais, je le ramène d'une part au développement cérébral qui va se faire de l'arrière vers l'avant. Fait que ça nous permet de cibler les structures un peu en ordre chronologique qu'on va voir se développer tout au long du développement prénatal et aussi dans les premières années de la vie, puis même jusqu'à la mi-vingtaine. Un cerveau, c'est pas tout près dès la naissance, c'est pas non plus après 2 ans que là, tout est en place. Et il y a l'action de la maturation qui est
qui est la croissance programmée génétiquement de l'espèce humaine. Tu sais, la maturation, c'est un phénomène universel. On la subit toute, la maturation. Fait qu'il y a la maturation dans le développement cérébral, mais il y a aussi l'expérience, l'environnement, l'éducation. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose à nommer. Que oui, d'une part, on va observer que le développement du cerveau se fait... Chaque structure vient, ta maturation, pas tout en même temps, mais il faut l'accompagner, ce développement-là. Ouais. Donc, tu sais, à la naissance, ben c'est surtout les structures cérébrales inférieures qui sont matures, donc cervelet, tronc cérébral. Ça va de pair avec le fait que l'enfant, dès la naissance, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Ben, d'exprimer ses besoins sans même le conscientiser. Tu sais, il va pleurer quand il a faim, quand il a froid, quand... tous ses besoins, il est capable de les manifester de par l'action, tu sais, de ce qu'on... Des fois, on va lire le cerveau primitif, tu sais. Mais c'est quand même ça qui fait qu'on assure notre survie, on est capable d'envoyer des signaux de « j'ai besoin de quelque chose ». C'est quelque chose comme de plus instinctif. L'enfant, il n'y a pas de mots encore, il n'y a pas de discours interne, donc il n'est pas en train de se dire « oh là là, j'ai froid ». Non, c'est ça. Ça vient tout seul. Ça sort. Ouais. Et l'activité des réflexes aussi. Tu sais, les mouvements des enfants, des bébés dès leur naissance sont involontaires, là. Tu sais, c'est pas parce qu'il voulait attraper quelque chose qu'il a donné un mouvement de son bras, c'est pas parce qu'il tient à son parent qu'il va serrer son doigt dans son poing, tu sais. C'est juste un réflexe, Et ça, ben c'est parce que c'est des fonctions qui sont liées aux structures cérébrales inférieures. Puis là, ben si on regarde l'évolution, là, mettons, on a un enfant de 3, 4, 5 ans, bien là, on va voir un travail qui se fait au niveau des structures cérébrales centrales. Fait que là, tu sais, ça comprend différentes structures, mais c'est notamment l'hippocampe, le lien avec la mémorisation. Et donc, c'est logique, c'est aussi l'âge où on a des premiers souvenirs. Tu sais, quand on essaie de se rappeler là, de notre enfance, on n'en a pas là, des souvenirs de quand on a 8 mois ou même 15 mois. On n'était pas capable d'emmagasiner ces souvenirs-là à long terme. Mais à partir de 3-5 ans, ben là, il y a un développement qui se fait à ce niveau-là qui rend l'enfant apte à mémoriser et à garder et à emmagasiner. Et là, on continue le développement vers l'avant et là, on s'en vient vers les structures cérébrales supérieures où on a notamment notre fameux lobe frontal, le cortex préfrontal, où on a le siège des fonctions supérieures, tu sais, qui sont tout ce qui est en lien aux résolutions de problèmes, la régulation, parce qu'en fait, les émotions, je t'ai entendu le nommer, mais tu sais, dans les structures cérébrales centrales, il y a quand même une structure qui est liée à l'expression et à la compréhension des émotions. Tu sais, un enfant de 3 ans peut comprendre... voyons, j'arrête de frapper. Peut comprendre qu'il ressent de la tristesse, il peut comprendre qu'il est fâché, c'est pas tout le temps très clair. Toutefois, on a une compréhension qui peut émerger. C'est juste qu'on a quand même encore besoin aussi de capacité à réguler nos émotions puis à les départager. Tu sais, des fois, on a des émotions combinées. Tu sais, c'est plus la complexité du développement émotionnel qui nécessite des fonctions supérieures. Oui. Mais tu sais, l'enfant est quand même... Oui, c'est une belle nuance, là, dans le sens où clairement, un enfant de 3 ans peut dire « je suis fâché », il va être capable de le ressentir, de le nommer, mais il sera pas capable de « qu'est-ce que je fais avec ?» Ça, je sais pas, par exemple. Non, des fois, c'est ça va être plus difficile. Mais donc, tu sais, c'est ce qu'on peut observer de manière très sommaire sur le plan de la maturation du cerveau. Et en connaissant cette maturation, ben on peut un peu mieux expliquer les comportements qui en résultent. Par contre, je pense qu'il faut pas non plus qu'on limite le développement de l'enfant à cette immaturité-là, puis que dans le fond, on le place dans une situation où il subit, puis que c'est important de le reconnaître, mais le rôle après d'un adulte, que ce soit un parent ou un enseignant ou un éducateur, c'est de l'accompagner. Parce qu'il y a aussi une zone proximale de développement, que tu connais sûrement cette notion-là, où ben, il y a une ligne entre ce que l'enfant il est pas capable de faire puis ce qu'il va être capable de faire avec un peu d'aide. Et
sais, il faut quand même... faut l'amener vers le haut, là, tu sais, C'est toute la notion d'environnement aussi, parce que comme tu le nommais, justement, le cerveau, il arrive, il a un potentiel de se développer, de maturer complètement naturellement. Exact. Il y a une partie, tu sais, il va grandir, il va croître, mais la façon dont il va se développer, là, l'environnement va vraiment avoir un impact majeur. Exact. Même à la base, tu sais, un enfant qui naît, son cerveau, en fait, il sait pas, il est où, dans quel pays, il va parler quelle langue. Tu sais, donc, il y a tout ça qui va venir. Je pense que c'est le processus d'élagage aussi. Là. Dans le fond, on arrive avec un potentiel de fou. On pourrait s'adapter à peu près à n'importe... On se spécialise. On se spécialise, C'est ça que j'aime comme... je me rappelle plus c'est qui avait dit ça. Ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi, mais j'avais entendu le fait que c'est pas parce qu'on perd des neurones qu'on diminue dans nos facultés. C'est juste que les connexions qu'on établit font de nous des spécialistes de nos expériences. Donc, on a besoin, dans notre environnement d'expérience, pour créer ces connexions-là. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on est avec des neurones en quantité phénoménale, mais le processus d'élagage, c'est on s'en sert ou on le perd. Donc, bon, avec nuance, mais c'est quand même super important parce que c'est là que la place de l'adulte qui accompagne l'enfant dans son développement est essentielle parce que le rôle de l'adulte, c'est d'accompagner l'enfant dans les expériences qui vont lui permettre de se spécialiser sur le plan cérébral, au fond. Fait que ce qu'on veut, c'est offrir à l'enfant des expériences riches, des expériences sécurisantes, des expériences où on va lui permettre d'expérimenter, d'essayer, d'accomplir. Tu sais, fait que c'est essentiel à son développement, la place de l'environnement. Puis le fait que dans le processus d'élagage, si on veut que les connexions se fassent, ben il faut le supporter. C'est comme le langage, par exemple. Si l'enfant n'en a pas de modèle, si l'enfant n'en a pas de situation d'interaction, ben comment est-ce qu'on veut que ces connexions-là se tracent, tu sais? Donc, il y a un aspect de répétition aussi. En fait, quelque chose que j'avais trouvé beau aussi, c'est que ce ne sont pas les expériences tout le temps les plus intenses que l'enfant va retenir, c'est surtout celles qui sont le plus présentes dans son environnement. Donc, effectivement, le contexte de répétition, tu sais, puis en fait, ça peut même être rassurant comme parent parce qu'on a toutes des journées où est-ce qu'on est moins bon ou qu'on a peut-être été moins bienveillant ou que, tu sais, on était plus impatient. Mais c'est au final, cette expérience-là, c'est pas nécessairement celle-là qui va laisser une trace là, dans le cerveau. Bon, après ça, il y a des événements qui peuvent être très, très, très intenses, qui en viennent même traumatisants, ces expériences-là, elles peuvent marquer, là, mais bon, sur le plan du développement à chaque jour que l'enfant va vivre des expériences de façon répétée, mais c'est ça qui va tracer un chemin. Puis une métaphore que je fais en classe au sujet du développement du cerveau, c'est un peu comme un champ de construction, là, tu sais, une zone de construction plutôt où on a tout le matériel, là, tu sais, t'as des pelles, t'as de la gravelle, puis là, tu veux créer des chemins. Ben ces chemins-là, tu vas pelleter dans ta gravelle, tu vas le mettre, tu vas taper, tu vas passer sur les chemins, puis là, ça va créer des chemins que tu vas pouvoir utiliser tout le temps. S'il y a un chemin que tu as commencé à faire, mais que tu ne l'as plus vraiment réemprunté, ben là, il y a des herbes qui vont se mettre à pousser, puis il va être un petit peu moins accessible, puis à un moment donné, tu vas finir par l'oublier, puis tu t'en serviras plus. C'est un peu la même chose avec notre développement cérébral, au fond. On a besoin de prendre nos pelles, puis de creuser nos chemins, puis de les prendre, ces chemins-là, pour les taper. Mais après ça, si on s'en sert pas, à un moment donné, le matériel, on va juste le ranger, puis il sera plus disponible. Fait que des fois, ça aide un peu. Oui, j'aime bien l'image. Ouais, c'est toujours parlant. Puis si on repense vraiment, tu sais, notre impression générale avec cette maturation-là qui est à faire ou à en devenir, au quotidien, tu sais, qu'est-ce qu'on voit qui peut être expliqué par
l'immaturité cérébrale. T'sais, on pense souvent, c'est ça, mettons, à l'impulsivité, la gestion des émotions. Je pense que c'est comme deux choses qui sont plus... Oui, on aborde souvent ça, tu sais, de dire l'enfant qui fait sa crise de bacon, c'est sûr que ça s'explique par le fait qu'il est juste petit. Mm-hmm. Je pense que des fois, il faut juste pas se faire prendre à penser que parce que l'enfant est petit, ça va passer, puis on doit juste accueillir ça. Tu sais, l'enfant, il est quand même capable de comprendre qu'on accueille son émotion, mais que certaines de ses réactions, dans un contexte donné, c'est inadéquat. Oui, tout à fait. C'est important, en fait, de le rappeler, parce que même si c'est normal, il y a besoin d'aide pour que on en revient à l'environnement qui est la responsabilité de l'adulte à ce moment-là. Donc oui, je vois ton comportement, tu as le droit de te sentir comme ça, mais ça reste que je dois te montrer quel est le cadre. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, ça peut à la fois être rassurant de se dire, c'est normal que mon enfant se comporte comme ça, mais sans non plus prendre pour acquis que, c'est la maturation, hein, faut attendre que ça passe. Non, c'est ça. Mais tu sais, on parle des crises, mais tu sais aussi juste comment que l'enfant résonne ou tu sais comme quelque chose que je remarque mettons au quotidien puis que des fois je dois toujours répéter à mes enfants, mais ils ont de la misère à considérer plusieurs aspects d'une situation. Tu sais, ils vont voir une chose à la fois. Donc, si par exemple on est en voiture, puis là je conduis, mes enfants ils ont leur petit cahier, là, ils jouent avec leur jouet d'auto, puis là hey maman regarde ça. Je peux pas regarder, là, je suis en train de conduire, tu sais. Puis là, c'est à répéter constamment, puis plusieurs fois. Mais tu sais, eux, ils sont pas en train de considérer l'environnement en même temps que leur activité. Tu sais, eux, ils sont en train de faire quelque chose, puis ils ont envie de le partager avec moi et ça s'arrête là. Tu sais, ils seront pas capables de se dire « Ah, mais là, maman conduit, elle est pas disponible, elle doit regarder en avant, donc je vais pas lui dire « Maman, regarde ». Puis là, des fois, ça fait 4 fois parce que, mettons, on a 15 minutes de voiture. Puis, tu sais, c'est sûr, à un moment donné, t'as envie de dire « Hey, youhou, là! » Je viens de te le dire. Je viens de te le dire. Mais c'est là, je pense, la limite de, tu sais, l'impatience qui est super valide d'un parent qui est comme « Ah, je répète toujours tout. » Ouais, mais tu sais, c'est normal que tu répètes. Puis on a encore besoin de le répéter parce qu'à un moment donné, ça va rentrer. Puis à un moment donné, ils seront plus limités par ces limites-là. Mais là, c'est normal, tu sais. Mais c'est là aussi où, tu sais, souvent, ce que j'amène, c'est le fait de savoir, ça t'aide à apporter le bon regard. Puis quand t'as le bon regard, puis que t'as ces connaissances-là, sans être obligé de comprendre au complet le développement du cerveau, mais de comprendre ce que ça représente, l'immaturité cérébrale. C'est pas que ton enfant, il t'écoute pas, là. Non, c'est ça, exactement. Fait que je trouve que c'est plus facile de gérer sa propre patience quand tu sais qu'est-ce qui est en train de se passer, puis d'ajuster après ça. Tu sais, nos gestes, ils s'adaptent plus facilement quand on comprend ce qui est en train de se passer, tu sais. Exact. Fait que c'est pour ça, tu sais, d'aller mieux comprendre quels gestes peuvent être un peu expliqués par l'immaturité cérébrale, ça nous aide dans ces moments-là à faire « Bon, OK, m'en respirer, puis je vais leur dire une autre fois. » Non, c'est ça. Fait que, mais encore là, on revient à la responsabilité de l'adulte qui est d'aller comme poser ce cadre-là, d'avoir le bon regard, qui s'est causé par ça. Maintenant, moi, je dois aller mettre un cadre, aller m'assurer qu'il y a une certaine prévisibilité. Tu vois, je lisais, là, inspirée de tes partages un peu de ce que Georges Tarabulsi a écrit, puis il nommait prévisibilité, cohérence et chaleur comme 3 points comme cruciaux dans l'intervention parentale. Donc, aussi, nos enfants n'ont pas de notion de temps en bas âge. Là. Fait que le fait de leur offrir un cadre qui est prévisible, de la cohérence dans nos gestes, parce que là, encore là, on a l'impression qu'ils testent nos limites, parce qu'ils réessayent, ils recommencent, ils le refont. Mais y a-t-il un aspect... tu sais, tantôt, tu parlais de la mémoire aussi. Si ça se développe pas avant 3-4 ans, quand il y a 2 ans, puis que je viens d'y demander quelque chose, puis qu'il le fait pas, puis il y a quelque chose comme lié au fait qu'il n'y a pas cette capacité de mémorisation-là? D'une part, oui. En fait,
pourquoi on mise autant sur la routine avec les jeunes enfants, là, on parle de cohérence, puis tu sais, pourquoi c'est important que on puisse proposer à l'enfant à chaque jour des points de repère dans la structure de la journée, c'est d'une part parce que sa mémorisation, elle n'est pas complètement acquise, mais ce qui est une des formes de mémoire qui est la première à se développer, c'est la mémoire qu'on appelle générique. C'est la mémoire des routines. Okay. Et donc, c'est ce qui fait en sorte que l'enfant peut guider ses comportements par rapport à la routine. Mais il y a des limites à ce qu'il peut retenir comme consigne, parce que si c'est pas très bien ancré dans la routine, ben tu sais, il va l'oublier. Tu sais, si une fois dans sa semaine, il a fallu qu'il ramène sa doudou de la garderie pour la faire laver, puis là, elle est dans la sécheuse, puis tu voulais qu'il aille la chercher dans la sécheuse pour la mettre dans son sac, puis c'est pas dans sa routine, tu sais, ça se peut qu'il l'oublie, même s'il a dit 20 fois « Oublie pas ta doudou dans la sécheuse, oublie pas ta doudou dans la sécheuse ». Là, il arrive, il est en train de mettre ses bottes, puis « T'as-tu pris ta doudou? » Non. Tu sais, ça, c'était pas dans sa routine, mais il sait à quoi s'attendre dans la séquence des événements, puis ça se peut que si tu lui dis « OK, on s'en va à la garderie dans 2 minutes », ben là, il sait qu'il doit commencer à s'habiller, tu sais, mais bon, après ça, il y a chaque enfant a un tempérament, puis ça peut être plus facile avec certains enfants versus d'autres, mais donc, au niveau de la mémorisation, puis de la cohérence, puis de la routine, ben tu sais, tout ça, on peut le mettre en place parce que ça suit sa maturation, mais il faut aussi être conscient que justement, il va pas être capable de tout retenir parce qu'il n'est pas rendu là non plus là, dans sa mémorisation. Ouais. Bon, déjà encore là, tu sais, de le comprendre. Ça fait en fait que nos interventions, on continue de les faire sans attendre quelque chose de précis en retour. C'est un processus à long terme au final, comme la maturation de leur cerveau. Fait que nous, on continue de faire des demandes, on continue avec nos routines, on continue de mettre nos cadres, on continue d'avoir des limites qui sont sécurisantes, là. Nos limites, c'est pas juste... c'est contraignant pour l'enfant, là, il y en a besoin. Non, au contraire, c'est sécurisant la plupart du temps. Même s'ils vont réagir d'une façon, parfois, parce que sur le moment, ça peut être contraignant, mais c'est sécurisant. Un peu comme une de mes collègues, elle me disait, c'est comme quand tu es dans une nouvelle ville, là, puis que tu as un guide qui va te dire, ah, là, tu peux aller marcher jusqu'à telle rue, puis jusqu'à telle bâtisse. Tu sais, c'est sécurisant quand tu te promènes de dire, OK, je suis encore dans les zones que c'était clair qu'on pouvait fréquenter, versus si tu t'en vas sans point de repère, sans trop savoir, c'est stressant. C'est la même chose pour un enfant, tu sais, qui connaît pas tout, là, de l'environnement autour de lui. Ben oui, puis justement, l'adulte a aussi ce rôle-là de protection de l'enfant. Donc, justement, parce qu'il n'est pas en mesure encore de prendre les bonnes décisions, parce qu'il traite une chose à la fois, ben c'est à nous d'aller s'assurer qu'il est en sécurité puis de mettre ces limites-là. T'sais. Exact. T'sais, la résolution de problèmes, c'est quand même une fonction un petit peu plus... Dans les structures cérébrales supérieures, pas encore à point pendant la petite enfance. T'sais. L'enfant, il fait beaucoup d'essais-erreurs. Il n'y a pas vraiment une rigueur là, dans... C'est juste un enfant qui fait un casse-tête. Là. C'est beaucoup de « j'essaye une pièce », des fois, il réessaye une pièce qu'il vient d'essayer. C'est pas... Ah, OK, tu sais, j'ai pas de stratégie de, OK, toutes les pièces que j'ai essayées, je vais les mettre de côté s'ils n'ont pas fonctionné, puis, tu sais, de penser à l'image, tu sais, eux, c'est essai-erreur, là, tu sais, fait que c'est sûr qu'ils vont aborder les petits conflits ou les défis du quotidien avec... Mais c'est bon, c'est une bonne image, ça aussi. Puis, tu sais, je pense même quand j'enseignais en première année, on commence à dénombrer, tu sais. Puis là, ils comptent, puis là, 1, 2, 3, 4, 5, mais tu sais, ils te mettent tout ça n'importe où, puis ils reviennent, puis ils recomptent les mêmes, tu sais, juste de s'organiser dans la façon. Ce sera pas tout de suite. Fait que ça dure, c'est ça dure longtemps, là. Puis, tu sais, je veux dire, toutes les fonctions exécutives, puis toutes les stratégies cognitives, tu sais, même des jeunes adultes, t'as encore à travailler, là. Fait que ça, c'est sûr qu'ils ont besoin de nous pour ça, là. S'organiser, tu sais. Ouais, se faire un plan, s'organiser, c'est super difficile, là. Puis
tu as nommé tantôt, le cerveau, il va se développer jusqu'à environ 25 ans. C'est ça, hein? Fait que, tu sais, des fois, on a l'impression, on l'oublie, là, que nos 5e, 6e années, ils sont rendus grands, là. Ils sont capables de faire bien des affaires, mais le cerveau, il en reste un bon bout, là. La pensée abstraite. Tu sais, dans le fond, les enfants sont beaucoup dans la pensée concrète. Hein? Puis c'est pour ça, à l'école, on travaille beaucoup concrètement. Juste les mathématiques, on va leur faire manipuler. En tout cas, moi, je me rappelle des réglettes au primaire, là, parce que c'est tellement abstrait, des chiffres. C'est pourquoi aussi on met des situations, tu sais, concrètes, pas juste compter 2 moins 2. C'est un arbre avec des pommes, t'en as 4, puis là, mettons, t'en manges 2, il en reste combien? On veut que ça soit concret. Parce que c'est comme ça que le cerveau comprend. Puis, tu sais, pour la pensée abstraite, c'est beaucoup l'effet de l'environnement qui va venir aider à développer cette capacité-là. Il y a des adultes qui demeurent très limités pour la pensée abstraite parce qu'ils l'ont juste pas vraiment appliquée dans leur vie de tous les jours. Bien, on en revient au chemin que tu nommais tantôt. Si toi, t'as pas fait ces chemins-là, tu peux avoir... Dans le fond, c'est qu'on vieillit, mais on mature pas tous de la même façon parce que ton cerveau, il les aura pas fait, ces chemins-là. C'est ça. Ouais. Fait que... Ça dure. Ouais. Puis j'ai le goût de revenir juste un peu en arrière parce que je t'entends aussi souvent parler du 0-2 ans, tu sais, parce que justement, chaque personne va faire du mieux qu'il peut dans son environnement avec les connaissances qu'il a aussi, tu sais, il faut... Puis je pense qu'il y a plein de parents aussi qui font vraiment du mieux qu'ils peuvent, qui continuent de vouloir apprendre, mais on ne fournira pas nécessairement toujours le même environnement à nos enfants. Ben non. Puis, mais il y a quand même des choses, justement, pour favoriser le meilleur développement cérébral possible. Il y a plein d'affaires. Tu sais, des fois, on veut comme pas trop se taper sa tête, puis on essaie d'être tolérant avec le plus de possibilités, puis de capacités aussi. Mais il y a comme des choses qui, pour toi, sont en 0-2 ans à ne pas manquer, là. Je pense que... Ben, tu sais... On parle peu de périodes critiques dans le développement humain parce que c'est rare des choses qui ne sont pas récupérables. Tu sais, on parle plus de périodes sensibles où on a des périodes où certains apprentissages vont être faits de manière optimale, mais ça n'empêche pas qu'on peut le réapprendre, on peut l'apprendre plus tard. Tu sais, je pense juste à l'apprentissage d'une langue seconde. Tu sais, on met beaucoup l'emphase sur l'enfance, mais tu sais, les données nous démontrent en fait que c'est vrai qu'un enfant qui apprend une deuxième langue tôt risque au niveau de la prononciation d'avoir un petit peu moins l'accent, tu sais, comme quand on parle anglais, tu sais, ça s'entend que c'est pas notre langue. Clairement, tu l'entends, moi. Mais quand tu l'as appris de manière vraiment complète, là, pas juste un petit cours d'anglais au primaire, là, quand tu as été soit en immersion ou... ben tu vas vraiment avoir moins d'accent que plus tard si tu l'apprends à l'âge adulte. Sauf que tu peux apprendre la langue enfant, tu peux l'apprendre adulte, mais dans les deux cas, tu vas l'apprendre. Fait que, tu sais, on parle pas nécessairement d'une période critique, que c'est vraiment là qu'il faut que tu apprennes la deuxième langue. Puis c'est ça pour beaucoup de concepts, là. Okay. Toutefois, ce qu'on sait, c'est que le lien d'attachement, ça, c'est vraiment un élément qui va se consolider à la petite enfance. C'est une fois que tu as intégré comment on répondait à tes besoins, ben t'es un peu pogné avec ça pour le reste de ta vie. Après ça, il n'y a rien qui t'empêche de te comprendre, puis de t'adapter, puis de trouver des outils. Mais tu sais, ton style d'attachement, c'est pas vraiment quelque chose que tu peux modifier. Okay. Tu sais, fait que c'est là que qu'on veut jouer sur ce que l'enfant va intégrer comme modèle d'organisation interne. Est-ce que quand j'exprime un besoin, je peux compter sur les autres pour y répondre de la bonne façon? Ça me permet aussi de savoir que je peux compter sur moi-même en tant que quelqu'un qui va être capable de s'exprimer comme il faut pour se faire comprendre. Tu sais, c'est vraiment... C'est comme la confiance en soi. Là, en soi, en les autres. Ce qui fait que quand je me développe avec un lien d'attachement sécurisant, ben je vais approcher mes relations d'emblée avec un œil sécure. Tu sais, de me dire, ben, tu sais, je peux avoir confiance en moi, en les autres et évoluer sainement. Bon, là, on fait un gros résumé. Oui. Les fonctions aussi au niveau du traitement de l'information, bon, les écrans, les recommandations sont assez claires. C'est pas d'écran pour les 2 ans et moins. Puis
pas un peu, une fois de temps en temps, vraiment le plus possible, c'est 0 temps d'écran. Pourquoi? Mais parce que tu as des structures essentielles qui se développent à ce moment-là, qui vont te servir tout au long de ta vie, et que c'est là que tu veux que l'enfant trace ses petits chemins. Ouais. Et qu'il puisse au maximum profiter des expériences concrètes autour de lui, les interactions, la manipulation, par ses sens, par ses 5 sens, et être plongé dans des activités au quotidien. Tu sais, tout ça, c'est ça, en fait. Puis c'est pas quelque chose de complètement complexe d'accompagner un enfant dans son développement, là. Tu sais, on n'a pas besoin d'avoir un programme bien établi dès ses 6 mois pour que, tu sais, juste être avec lui. Je pense que c'est prioriser vraiment l'interaction aussi. Ben oui, là, parce que ça répond à l'attachement, mais ça répond aussi à sa découverte sensorielle, tu sais, prendre ton enfant dans tes bras, regarder des livres avec lui donner des objets que tu vas pouvoir décrire, puis répondre à ses interactions, tu sais, quand ils parlent pas encore, mais des fois, ils nous disent beaucoup de par leur regard, tu sais, tout ça, c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Fait que quand on dit, ben pas d'écran avant 2 ans, c'est parce que à cette période-là, qu'ils ont tellement besoin de tout ça, ben de les mettre devant une source hyper stimulante, mais avec plein de sensations futiles, on l'empêche, l'enfant, là, de vraiment tracer ses chemins pour toutes ses habiletés d'attention dirigée, soutenue, sélective, parce que t'es juste en train de tu sais, dans le fond, sa mémoire sensorielle est surchargée d'informations qui servent comme à rien. Fait que c'est comme si, au lieu d'avoir de l'information qui valent la peine d'être traitée, il y en a tellement trop, le son, l'image, le rythme, ben que là, on surcharge la mémoire sensorielle, puis il n'y a pas vraiment d'acquis qui va se faire là, dans ces moments-là. Là. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça que je vais être un petit peu plus rigide, tu sais, quand je vais dire à un parent... tu sais, on répond au bébé qui pleure, à, tu sais, ton bébé de 4 mois, 6 mois, 8 mois, 13 mois, tu sais, il se réveille la nuit, il pleure, c'est pas parce que il veut juste un petit peu d'attention, puis en même temps, vouloir de l'attention, c'est un besoin légitime aussi, là, tu sais. Mais, tu sais, on n'est pas en train de créer des attentes irréalistes, là, que notre bébé, il va penser que dès qu'il veut quelque chose, il va l'avoir parce que quand il était bébé, il a toujours été... tu sais, quand il pleurait, parce que en fait, ce qu'on le sait, c'est que l'attachement se développe, là. C'est le temps, c'est là que ton bébé pleure, puis il peut pas, hein, on se rappelle, vraiment manipuler son pleur pour aller rechercher quelque chose. Ça sort tout seul, c'est un besoin qui est là, qui filtre pas. Fait que ça, c'est plus quelque chose que je pense que ça vaut la peine de juste... C'est tellement un bon exemple, en plus, comment tu viens de le nommer puis de l'expliquer. Tu sais, je te vois avec tes mains, là, ceux qui nous écoutent audio, tu sais, t'as refait, là, tu sais, derrière, vers l'avant, on est dans un exemple concret de maturation cérébrale, tu sais. Fait que l'enfant, jusqu'à au moins 2 ans, là, donc c'est le 0-2 ans, un enfant qui pleure, il exprime juste un besoin très instinctif, primaire, il n'y a aucune manipulation possible et on répond à ça parce que on est en train de créer le lien d'attachement, de créer l'aspect de confiance-méfiance. Là. Donc, j'ai confiance en moi, mes besoins comme sont assez importants pour être répondus. Puis ça me donne confiance en l'autre. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, je peux l'exprimer. Il va y avoir de l'écoute à ça. Là. C'est un méchant bon facteur de protection pour le développement du reste de ta vie, tu sais, d'avoir ça là, comme base. Fait que c'est ça que je pense que je rappelle aux parents que il y a beaucoup de choses qui se tracent à ce moment-là, puis c'est là que le bébé a besoin plus que jamais de sécurité, d'expériences sensorielles variées. Puis après, ben c'est encore important tout ça, mais ça reste que on a mis vraiment une base. Une très bonne base, là. Ouais, c'est bon. Mais j'aime ça. Je pense que déjà, tu sais, on revient avec ça. On est comme revenu à la base. Puis boucle, on dirait que c'est ça. On dirait que ça trace une boucle. Que je trouve ça fait un bon tour. Vite comme ça, là, y a-t-il une question ou quelque chose qui te pop que j'aurais pas, qu'on n'aurait pas mis le doigt dessus? Ou... Non, je pense que si notre objectif, c'était juste d'informer puis de peut-être ouvrir des questionnements que les gens pourront creuser dans des volumes ou des... Parce que comme on aurait pu en parler pendant 3 heures. Exactement.
Mais là, au moins, tu sais, d'avoir peut-être une meilleure compréhension de ce que c'est la maturation cérébrale, qu'est-ce qu'elle vient faire au quotidien sur nos enfants, puis comment on peut avoir le meilleur regard en tant qu'adulte, nous aide à gérer notre patience un peu. Je pense que ça peut aider. C'est bon, ben génial. Puis, ben c'est ça, en général, à toutes les fois, je finis par faire des suggestions lecture. Ben là, nécessairement, aujourd'hui, j'ai envie là, de vous envoyer voir les livres de Laurence. Il y en a 4 au moins. Il y en a un vraiment, là, moi, celui-là, c'est comme une Bible. Ouais, c'est comme une référence. Je l'ai écrit, mais je m'en sers. Mais je l'ai pas appris par cœur. Je l'ai fait avec un de mes amis. On est 2. Là, c'est le guide des repères du développement humain. Fait que toutes les fois qu'on a un petit questionnement, puis c'est ça, c'est un repère encore là. Des fois, il ne faut pas aller dans le trop précis et faire comme qui est rendu à 3 ans, qu'est-ce qu'il est supposé faire. Non, là. c'est ça. Mais pour toute question générale, à savoir à peu près, on devrait être rendu où, c'est vraiment, vraiment... une Bible, vraiment. Puis, sinon, ben, tu vas nous en faire aussi des suggestions. On s'est écrit un peu, je vais les mettre dans les notes du podcast. Plus par rapport au cerveau, Oui, mettons, exactement. Fait que pour ceux qui seront intéressés à aller en apprendre encore plus, on va vous mettre des petites références en lien. Bon, ben merci beaucoup, Laurence. Merci à toi. Super intéressant, vraiment. Merci. C'est le fun.